en termes de subventions qu'elle accorde, puisque sa exonération ne passe pas forcément dans le budget de l'État directement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je suis un importateur d'intrants pour la production du coton, que j'aille à 800 000, et c'est d'abord moi qui suis le premier bénéficiaire en matière d'importation d'intrants pour la production de ce coton. Et secondo, cette importation va se traduire par une production du coton. Donc, on ne peut être que content pour les paysans si réellement la progression du coton a permis aux paysans de Bani-Kwara, par exemple, de pouvoir vivre de cette production additionnelle. Mais moi, j'en suis pas convaincu. Pourquoi je vous le dis? Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma logique. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Attendez, je vous donne. Je vais jusqu'au bout de ma logique. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. On va laisser aller sur un terrain qui n'est pas exact. Non, je vais aller jusqu'au bout pour qu'on soit clair. Donc, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Que en 2016, le gouvernement Yaya Boni devait 40 milliards aux cotonculteurs. 40 milliards que le gouvernement de Talon a dû payer. Et c'est effectivement... Monsieur ici, moi je ne vous ai pas coupé, laissez-moi terminer. Je ne vous ai pas coupé, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Allez-y. Moi je ne vous ai pas coupé, donc je ne vous ai pas coupé. Ce que j'observe, simplement, s'il y a eu 800 000 tonnes de coton produits au Bénin, et nous en sommes les premiers heureux, et nous serons les premiers heureux si les paysans, les cotonculteurs en tirent un bénéfice. Mais ce que moi j'observe, c'est que finalement, le premier bénéficiaire a été celui qui a importé les intrants à hauteur de 800 000 tonnes d'intrants pour produire 800 000 tonnes. Mais néanmoins, il était le premier bénéficiaire. Est-ce qu'aujourd'hui, le cotonculteur s'en sort bien? Si c'est le cas, je m'en réjouis et vous pourrez nous le dire. Si ce n'est pas le cas, j'estime que simplement pour le budget du Bénin, l'ancienne formule me convenait parce que si on produit 800 000 tonnes et on enrichit une caste et le cotonculteur de base ne s'en sort pas, vous en conviendrez comme moi que c'est quelque chose qui est regrettable. Donc, c'est un peu tout ça ce qu'on dit. La production pour la production, ce n'est pas là le sujet, c'est l'efficacité de ce qu'on fait. Et ce gouvernement, en matière d'efficacité, je m'interroge précisément sur est-ce que quelqu'un a pu faire l'analyse en disant est-ce que l'État béninois n'avait pas plus intérêt à faire produire 600 000 tonnes de coton, développer en parallèle le riz, le maïs, etc. Parce que dans l'ancienne formule publique, prenons un cas qui est d'actualité, qui est l'éducation. Vous savez très bien que sous le gouvernement précédent, en tout cas, les chiffres de l'éducation des maîtres, des enseignants, tournaient autour de 15 000. Je dis bien 15 000. Attention, agent titulaire. Le gouvernement vient de faire un effort sans précédent depuis l'année dernière en prenant autant d'aspirants. Alors que déjà l'année dernière, il en avait déjà, il y a 2 ans, il en avait déjà 1 600. Ce qui fait que nous passons en gros de 15 000 aujourd'hui à plus de 30 000 au niveau rien que de l'éducation nationale. La fonction publique n'est pas que l'éducation nationale. Il y a aussi la santé, la fonction publique territoriale et la santé. Je me suis amusé à regarder les chiffres avant l'avènement du président Talon et après, il n'y a pas eu d'évolution. La meilleure année que nous avons connue au Bénin pour le riz, c'était l'année de Yaya Boni quand il avait commencé la riziculture en 2013. Mais je vous assure, les chiffres sont restés, sont restés étals. C'est pas moi, je n'invente pas les chiffres. Vous savez, c'est pour ça, je vous dis, j'aurais souhaité pour mon pays que nous diversifions nos cultures au lieu de rester sur le monopole du... J'espère que vous appréciez toujours autant le contenu que je partage avec vous sur ma chaîne. Afin de continuer à vous offrir des vidéos de meilleure qualité, j'aimerais solliciter votre soutien. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don
contribuer à l'amélioration de l'équipement et des ressources nécessaires à la réalisation de vidéos plus captivantes. Votre générosité aidera à faire évoluer la chaîne vers de nouveaux horizons. Chaque don, quel que soit son montant, compte vraiment. Vous trouverez le bouton merci pour faire un don en dessous de cette vidéo. Bonjour chers amis internautes et bienvenue à notre deuxième volet d'émission consacrée à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement du Bénin. Une émission qui se déroulera en deux phases. La première partie sera consacrée au volet économique et aux grands projets. Et le second volet sera consacré à l'éducation. Pour ce premier panel, nous recevons M. Faustin Aïssi, professeur émérite, ancien premier vice-recteur d'université, ancien président d'association des Béninois. Bonjour, professeur Aïssi, et merci de nous accompagner une fois encore sur cette émission. Bonjour, M. Diossou, et bonjour aux internautes. Merci beaucoup. Pour nous accompagner aussi sur ce panel, nous avons M. Azarias Seko, commissaire aux comptes, expert comptable diplômé de l'Université Paris-Dauphine en banque et finance. Bonjour, M. Seko, et merci d'avoir répondu à notre invitation. On ne vous entend pas, M. Seko. Non, non plus. Vous pouvez enlever votre écouteur. Là, vous m'entendez mieux? Oui, c'est bon maintenant. Bon, bah, écoutez, je fais sans casque. Je disais bonjour à vous, bonjour M. Diossou, bonjour aux internautes et bonjour M. Aïssi. Bonjour. Donc, nous allons commencer cette émission avec le premier AS inscrit au PAG, au programme d'action du gouvernement, qui est intitulé comme suit. AS 3, c'est assainissement du cadre macroéconomique et maintien de la stabilité. J'ai pris un petit extrait du PAG. C'est écrit comme suit. Il s'agira véritablement de créer un environnement propice aux affaires pour donner une nouvelle impulsion à l'économie sur la base de partenariats stratégiques avec le privé. Pour ça ici, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'environnement des affaires s'est amélioré depuis les 4 dernières années? Je pense que oui. Hein. De toute façon, il faut voir la réalité de ce qui est fait depuis 2016. Quand on parle affaires, c'est d'abord la situation économique en elle-même. Ensuite, en ce qui concerne donc les matières de développement et que le PAG a axé sur l'agriculture pour ce qui concerne le développement économique. Mais en amont de ce développement économique, c'est le déplacement des personnes et des biens, donc les infrastructures. Et encore, en amont encore, c'est le fait de pouvoir disposer des facilités pour pouvoir accéder à tout ceci, à savoir ce qu'on appelle l'énergie de façon générale, l'accès à l'électricité et à l'eau. Voilà. Donc, quand on prend tous ces paramètres, je pense qu'il y a une nette amélioration. Merci, professeur Aïssi. Je vous pose la même question, M. Seko. Est-ce qu'on peut dire que l'environnement des affaires s'est amélioré au Bénin? Monsieur Diossou, peut-être avant de vous répondre directement à cette question, je voulais d'abord vous remercier pour nous offrir cette opportunité pour faire grandir le débat et aussi pour faire grandir le Bénin, parce que je suis convaincu qu'avec M. Aïssi, nous aurons un débat constructif, un débat argumenté. Et d'abord, je voulais vous remercier pour nous offrir cette opportunité. S'agissant du climat des affaires, alors, je vais vous donner un chiffre puisque je vais essayer de m'appuyer le plus possible sur les données tangibles. Nous sommes aujourd'hui au 153e rang mondial au niveau du classement, ce qu'on appelle le classement en termes de facilité à faire des affaires au Bénin. Donc, 153e, nous avons régressé par rapport aux précédentes années mandatures. Donc, effectivement, sur la base de ce critère, quand on est 153e, on ne peut pas, et surtout quand on a régressé, me semble-t-il estimer que nous avons avancé sur ce chantier. Il y a bien d'autres sujets qu'on abordera qui démontreront
notamment que nous n'avons pas beaucoup avancé en matière de climat des affaires au Bénin, puisque quand on prend les investissements directs étrangers qui s'opèrent dans notre pays, ils sont aussi en recul depuis plusieurs années, et notamment durant les 4 dernières années. Donc, à titre informatif, nous avons en termes d'investissements étrangers les IDE, 100 milliards versus 180 milliards de mémoire en 2013. OK, merci M. Sekou pour cette introduction. Toujours sous le premier axe, c'est-à-dire assainissement du cadre macroéconomique, la première action prévue par le gouvernement, c'est mobiliser de manière stratégique les ressources financières nécessaires et renforcer le système de gestion des finances publiques. Toujours dans le PAG, le gouvernement avait prévu mobiliser sur les 5 années de 2016 à 2021 9 000 milliards environ sur les 5 ans pour la transformation structurelle de l'économie. Pourtant, les choix qui sont faits, parfois, ça suscite quelques interrogations, notamment le recours aux emprunts obligataires. Professeur, ici, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la dette du Bénin est viable? Bien, alors, vous permettrez que je vous donne quelques éléments d'appréciation. Parce que quand on parle d'amélioration du climat des affaires, tout dépend de ce qu'on appelle affaires. Mon compatriote tout à l'heure a parlé du fait qu'on soit 153e mondial sur 180 et quelques, je crois. Hein, donc, si mes souvenirs sont exacts, encore faudrait-il savoir à quel niveau on était avant 2016. Mais d'abord, pour répondre à la question que vous venez de poser, à savoir la possibilité de mobiliser 9 000 milliards, le Bénin a réussi à faire en tout cas au moins les 2 tiers, parce que, d'une part, le gouvernement a fait passer son budget annuel de l'ordre de 1 100 milliards à aujourd'hui un peu moins de 2 000 milliards. Ça veut dire que de toute façon, il faut donc mobiliser un certain nombre de ressources. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, et ça, ce sont pour moi les paramètres économiques qui sont les paramètres les plus importants, à savoir la création de richesses, ce qu'on appelle le PIB, le produit national brut en d'autres situations. Nous étions, il faut le savoir, en 2015, en gros, à 8 300 milliards, disons, de francs CFA. D'accord? Et chaque année, ceci a augmenté. Je ne prends pas 2016 parce que 2016, c'est à la fois le gouvernement Yahi Boni qui s'en va et le gouvernement Talon qui arrive. Oui, c'est à cheval sur les deux. C'est à cheval sur les deux. Bon, donc, prenons 2017, 2018, 2019. On n'a pas terminé 2020. Okay. Donc, quand on prend par rapport à 2015, la dernière année civile économique du Yahi Boni, qui était donc à 8 290 milliards, disons 8 300 milliards, nous étions en tout cas en 2019, puisque c'est la dernière année, nous étions à 8 300 milliards. Donc, de toute façon, nous n'avons absolument pas baissé. Nous n'avons absolument pas baissé. Bien. Quand nous prenons les années intermédiaires, nous avons régulièrement progressé. Alors, la situation qu'il faut connaître, c'est que dans le même temps, la croissance économique a régulièrement augmenté. Et la dette ne s'est pas aggravée. Ce sont des paramètres économiques qui sont des paramètres importants. Il faut donc avoir en tête quand on veut démarrer dans ce genre de débat, de discussion. Donc, je ne vois pas en quoi nous aurions régressé, par exemple, par rapport, disons, au rang mondial, hein, je veux dire.
Alors, maintenant, les dettes, c'est par rapport toujours donc au PIB. Aujourd'hui, nous devons être autour de 42-43%. Or, nous avons augmenté beaucoup en emprunt, bien sûr, mais parallèlement aussi en création de richesse, puisque quand vous empruntez pour des investissements productifs, ce sont ce qu'on appelle donc de bons investissements. C'est quand vous empruntez pour payer des fonctionnaires que les économistes pensent que ce n'est pas donc de bons investissements. Donc, de ce point de vue-là aussi, le gouvernement tient bien la corde. Voilà ce que je peux dire donc, à ce niveau précis. OK. Donc, si je résume un peu, nous sommes actuellement environ à 43% du PIB par rapport aux dettes. Vous avez dit aussi par rapport à ce qui a été prévu, environ 9 milliards, le gouvernement a pu mobiliser environ les 2/3. Oui. Oui, et que le PIB a progressé quand même de façon peut-être constante depuis 2016. Donc, je donne la parole à M. Seko pour vous poser la même question. Est-ce que la dette béninoise actuellement est viable? M. Seko, oui. OK. Alors, pour répondre à votre question, je vais d'abord rappeler les chiffres au niveau de la dette, le cumul de dette intérieure et dette extérieure du Bénin. Nous sommes à peu près de mémoire 3 500 milliards aujourd'hui versus 2 100 milliards au moment où le gouvernement, où le président Talon a pris ses fonctions. Donc, la dette a beaucoup progressé, hein, donc de 2100 à 3500, ça fait 1500 à peu près, 1400, 1500 milliards de dettes. Donc, c'est l'accroissement net, hein, sachant qu'en temps, il y a eu une partie de la dette ancienne qui a été remboursée. Donc, si on prend les emprunts au sens brut, on est à plus de 2000 milliards. Donc, ça c'est quand même un niveau record. Ça veut dire qu'en 4 ans, nous avons endetté le Bénin de manière significative, hein. Le professeur ici a rappelé que nous avons un taux de dette sur PIB qui est de l'ordre de 42-43%, mais je voudrais attirer son attention, et il le sait bien, je dirais nos compatriotes le savent, il y a eu ce qu'on a appelé le rebasage qui a été opéré par ce gouvernement, ce qui fait que les 42% ne sont plus à mettre en relief, en perspective, par rapport au taux qui prévalait précédemment. Mais je ne vais pas rentrer dans ce calcul, dans ce détail technique, parce que ce n'est pas le plus important. Je voulais surtout insister sur 2 points par rapport à notre dette. Est-ce qu'elle est viable ou pas? Avant de répondre à cette question, je fais une analogie, je pense qu'elle est assez parlante. On va prendre un ménage qui a déjà du mal à boucler ses fins de mois et qui finalement, au lieu de s'endetter pour faire des investissements productifs qui peuvent lui apporter des revenus supplémentaires ou que sais-je, va plutôt chercher à embellir sa maison, à acheter de belles voitures et puis après, certains diront à frimer ou d'autres à avancer des signes ostentatoires de richesse pour montrer qu'il vit bien. Or, précédemment, il avait du mal à boucler ses fins de mois. C'est un peu la situation dans laquelle s'est retrouvé le Bénin sur ces 4 dernières années parce que la plupart des emprunts qui ont été mis en place ont été exclusivement dédiés, me semble-t-il, puisqu'on n'a pas plus d'informations sur l'usage qui en a été fait. La plupart de ces emprunts ont porté sur l'amélioration du cadre de vie, à savoir ce qu'on a appelé les travaux d'asphaltage. C'est pour ça que je fais cette analogie en disant, au lieu de construire des infrastructures qui sont productives, qui vont permettre de générer des revenus dans l'avenir, qui vont permettre de créer des emplois dans l'avenir, au lieu de préparer l'avenir, on a consacré une bonne partie de ces emprunts à l'amélioration du cadre de vie d'une part. Mais secondo, ce qui me paraît le plus dramatique dans l'histoire, c'est que nous avons eu parallèlement pendant cette période une forte croissance des ressources, des recettes fiscales. Or, ces recettes fiscales, j'estime que quand on a de l'argent qui rentre par ses propres moyens, on les dédie exclusivement à financer ces investissements et on recourt moins au marché pour emprunter. Donc, la situation du Bénin, c'est un peu comme ce ménage qui va certainement droit au mur et qui, à un moment donné, va se rendre compte qu'il ne peut plus payer ses créanciers et
finalement, se rend compte qu'il a roulé sur l'or, alors que manifestement, il n'avait pas les moyens de le faire pendant des années. Donc, le principal message sur lequel je veux insister, c'est est-ce que ces dettes ont contribué à préparer l'avenir de nos enfants? Merci, monsieur. Je peux vous répondre tout de suite. Oui, allez-y, professeur, ici, oui. Je peux vous répondre. Qu'est-ce que c'est que l'avenir des populations? C'est d'abord et avant tout le bien-être des populations. Bien évidemment, manger fait partie donc, du bien-être. Mais aussi, être dans un environnement agréable, être dans un environnement sanitaire sain, ça fait aussi partie donc, du bien-être. Rouler sur des bonnes routes et ne pas rouler donc, dans des routes à trous où, pour finir, nous voyons que ça devient des lieux d'incubation de microbes et de virus impossibles en saison de pluie. Avoir accès à l'eau pour la plupart d'entre nous, de nos concitoyens, notamment ceux qui sont dans les zones rurales, avoir de l'électricité, l'ensemble de ces paramètres font partie du bien-être donc des gens. Et le gouvernement, c'est ce qu'on appelle des outils de développement. Et le gouvernement a effectivement pris l'option sur cela. Alors, si vous voulez, on peut rentrer dans les détails sur ces différents paramètres. Parce que le bien-être des gens, c'est d'abord et avant tout cela, au lieu de penser à ce que nous appelons des calculs théoriques. Tout à l'heure, je m'étais trompé. M. Seko peut peut-être vérifier. En 2014, 2015, c'est la dernière année civile du président Yahya Boni, le PIB était autour de 6 300 milliards de francs CFA. D'accord? En 2016, donc c'est les deux, c'est là où je disais que donc, nous avions donc fait déjà un bon qualitatif. Parce que déjà, quand le gouvernement est arrivé en 2016, en septembre, rappelez-vous, souvenez-vous, qu'il avait déjà investi dans beaucoup de groupes électrogènes pour avoir une capacité de production électrique relativement suffisante pour pouvoir, pour que les populations puissent commencer déjà à ne pas avoir des délestages sauvages. Et vous avez su que des 2 années à venir, des 2 années qui ont suivi, nous sommes aujourd'hui à plus de 350 mégawatts de production d'électricité. Ce qui fait que nous avons beaucoup moins de délestage. Nous en avons toujours, mais on en a beaucoup moins. Donc, et progressivement, le PIB, c'est-à-dire la création de richesse, a augmenté. On ne peut pas me dire que la création de richesse augmentant, que nous nous approvissons. Non. Et je maintiens que faire des emprunts pour des investissements productifs, c'est le choix qu'ont fait tous les pays développés. Et d'ailleurs, prenons le cas, sans même parler donc de revasage, comme il a dit tout à l'heure, prenons le cas des pays occidentaux aujourd'hui. Un pays comme la France où je suis actuellement. La France est à 118% de dette publique et le traité de Maastricht impose 60% pour les pays européens. L'Italie est à 140% de dette publique. Donc, que nos pays africains décident de faire des investissements productifs pour offrir des atouts de développement à nos concitoyens, c'est loin d'être une aberration économique. Vous êtes expert comptable, vous devez le savoir. Voilà ce que je peux dire. Je vais laisser la parole à M. Seko s'il a un commentaire à faire par rapport à l'intervention du professeur ici, avant qu'on continue. Alors, je vais faire 3 commentaires. Le premier, c'est sur ce que je disais au niveau de la dette.
L'analogie que j'ai faite, visait surtout à démontrer que nous n'avons pas réalisé, me semble-t-il, des investissements productifs. Pour l'illustrer, moi j'aime bien me baser sur les chiffres, voilà. Et notamment dans l'analyse, pouvoir montrer, pour pouvoir montrer l'évolution. Quand on prend le poids du secteur éducatif ou de la santé par rapport au budget successif au cours des 4 dernières années, qu'est-ce qu'on constate? En 2013, c'était 2 ans avant que le président Yahya Boni le laisse le pouvoir, on était à 36% le poids du secteur éducatif par rapport à l'ensemble des dépenses engagées par l'État. Avec le gouvernement Talon, avec le président Talon, nous sommes à fin 2019 autour de 22%. J'estime que nous avons consacré moins de dépenses au secteur éducatif, alors que c'est du capital humain dans lequel on investit. Donc ça, c'est un élément, me semble-t-il, qui a régressé. Quand on prend le secteur de la santé, c'est pareil. Si les chiffres disponibles sont bons, nous étions autour de 7%, 7-8% en 2013 et nous sommes à moins de 5% en 2019, fin 2019. C'est aussi un autre secteur dans lequel on n'a pas suffisamment investi, puisque j'estime que l'investissement dans le capital humain est un investissement productif, intéressant pour l'avenir de la nation. Là, je vous ai dit, nous avons eu des recettes fiscales qui ont fortement progressé. Elles ont progressé de manière significative. Ces recettes fiscales additionnelles, ajoutées aux emprunts, on nous dit qu'elles ont contribué à faire des infrastructures type Maria Gleta, le professeur n'a pas cité, mais quand il parle du délestage qui manifestement a régressé, oui, c'est un élément. Mais on sait très bien que si on prend un projet comme Maria Gleta, par exemple, quand on prend les coûts de construction standard comparés aux coûts de construction de Maria Gleta, tels qu'ils ont été annoncés dans la presse et par nos autorités, qui est de l'ordre de 130 millions de dollars, on voit quand même que nous avons un surcoût sur cette dépense par rapport aux coûts standards qui sont généralement partagés par les professionnels par rapport à ces investissements. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je serai le premier Béninois heureux, comme tous les autres Béninois, de savoir que les dettes que nous avons contractées récemment, que les recettes fiscales additionnelles que nous avons engrangées, parce que ceux qui les payent, c'est les contribuables, particuliers professionnels, que ces recettes aient permis d'investir dans le secteur éducatif, d'investir dans la santé, d'investir dans des infrastructures, on va dire, que ce soit l'eau, l'électricité, mais également dans la création d'emplois, à savoir dans des entreprises qui vont générer des emplois pour nos concitoyens. Donc, ce que j'observe et ce que beaucoup de gens observent, à moins que je me trompe, à moins que nous sommes une certaine majorité de la population à nous tromper, puisque le président lui-même dit qu'il est impopulaire compte tenu de ces réformes, si ces emprunts supplémentaires ont pu permettre de générer un mieux vivre, un bien-être à nos populations, le président ne serait pas impopulaire. Enfin, j'essaie de me baser sur mon bon sens pour voir est-ce que ces éléments ont pu rendre le président populaire, lui-même le reconnaît. Donc ça veut dire que manifestement, ces dépenses n'ont pas permis aux populations d'améliorer leur quotidien. Il est vrai, il ne faut pas le nier, le PIB a cru sur la période, comme il a cru dans tous les pays environnants. Nous ne sommes pas les seuls à avoir connu sur cette période une progression de notre PIB. Les chiffres annoncent des PIB, une progression autour de 8, peu importe, c'est pas ça. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir si la progression de ce PIB a permis aux paysans de Bani Kouara, a permis à l'agriculteur, aux paysans de Tokwa-Domain, a permis à la bonne femme de Grand Popo, a permis à celui qui a Matéri de pouvoir vivre s'il fait du coton, de son coton, s'il produit du maïs,
de pouvoir vivre de sa production. Je n'ai pas cette impression et j'espère que le professeur ici nous éclairera sur ces différents projets qui ont été mis en œuvre et qui ont contribué à améliorer le bien-être de nos concitoyens. OK, on va avancer un peu. Si le professeur ici a des choses à relever, il le fera tantôt, mais on va quand même avancer dans le débat. J'ai constaté que vous deux, vous êtes d'accord sur le fait que le PIB a évolué. On peut dire dans une certaine mesure que la création de richesse aussi a évolué. Ce que j'ai relevé aussi dans le PAG, cette création de richesse devait générer environ 500 000 emplois sur les 5 ans. Aujourd'hui, pour ça ici, est-ce qu'on peut dire que cet objectif est en train d'être atteint? Je pense que nous arrivons donc en fin de mandat et nous ferons le bilan de l'ensemble des secteurs. Ce qui est évident, ce qui est certain, c'est que quand on regarde tous les chantiers qui sont ouverts sur l'ensemble du Bénin, c'est la première fois, et là je ne suis pas d'accord avec M. Seko, quand il dit que le président lui-même dit qu'il est impopulaire. Non, le président n'a jamais dit qu'il est impopulaire. Le président dit, je préfère être impopulaire si certaines décisions que je prends, que je pense être pour le bien-être de ma population, que certaines catégories ne l'apprécient pas. C'est ce que dit le président. Donc, il y a une grande nuance quand vous dites que le président dit qu'il est impopulaire. Absolument pas. Aller à Cotonou et demander, aller à Ouida, aller à Banikwara, aller à Djougou et demander aux populations s'ils ne sont pas contents de toutes les réalisations d'infrastructures qui sont faites chez eux. Pour donner encore d'autres exemples, nous parlons de l'accès à l'eau. Au début, le constat était très clair. Il y avait à peine 40% du milieu rural qui avait accès à l'eau et en milieu urbain, 55%. Aujourd'hui, ce sont des chiffres qui ont explosé parce que là, l'État a investi de manière importante 315 milliards mobilisés pour les zones rurales et 500 milliards pour les milieux urbains. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a sur l'ensemble du territoire, bien sûr dans les grandes villes, mais aussi dans les villes moyennes et dans les zones rurales, tout un ensemble de, comment je peux dire ça, de problèmes de déchets qui aujourd'hui est en train d'être résolu. Ce n'est pas encore réglé, hein, ce n'est pas encore réglé. Mais tout est mis en œuvre pour que demain, nos populations puissent pouvoir avoir accès à des déchetteries, de sorte que le milieu environnemental puisse être sain pour eux. Donc, en matière d'emploi, nous savons aussi aujourd'hui que tout ce qui a été ouvert comme chantier, on n'a pas assez de main-d'œuvre qualifiée. Je dis bien qualifiée. On n'a pas assez de main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir donc avoir accès à tout ceci. Donc, des créations d'emplois, il y en a eu des dizaines de milliers. Malheureusement, il y a beaucoup de secteurs où on n'a pas ce qu'il faut. Alors, M. Seko parle de l'éducation. Je crois que c'est le terme donc du prochain panel. Hein. Mais il faut savoir, hein, quand on dit que sous Yahi Boni, il y a en matière de santé 36% ou d'éducation 36% qui auraient été consacrés, alors que sous le président Talon, c'est 22%, si je dois retenir vos chiffres. Et dans le même temps, donc en matière de budget hein, consacré. Là aussi, j'ai déjà dit la dernière fois à mon contradicteur que quand on parle des pourcentages, il faut toujours donner des points de référence. Nous sommes tous d'accord, vous et moi, pour dire que sous Yahi Boni, pendant les 10 années, le budget de l'État a oscillé entre 1000 et 1100 milliards de francs CFA. Et nous sommes aussi d'accord
pour dire que sur les 4 années du gouvernement Talon, le budget a oscillé entre 1800 et 1900 et poussé un peu moins de 2000 milliards. Quand vous prenez des pourcentages, vous voyez déjà que, comme j'ai l'habitude de dire, le gâteau a quasiment doublé. Donc, les pourcentages qu'on prend aussi, il faut les mettre en relation. Premier point. Deuxième point, en matière de santé, vous dites qu'on est passé de 7% à 5%. Or, vous savez qu'en matière de santé, on a mis en amont tout ce qu'il faut pour qu'aujourd'hui, les populations les plus fragiles, les plus vulnérables puissent avoir droit gratuitement à l'accès sanitaire. Évidemment, nous n'avons pas encore le grand hôpital qui est promis, donc qui n'est pas encore construit. Mais les premiers coups de pioche, ils sont. Il y a des choses qui ne sont pas encore faites. En matière d'éducation, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais vous pensez que quand le gouvernement est arrivé, tout ce qu'il a eu à faire pour essayer de remettre un peu d'ordre dans notre éducation nationale, en particulier dans le secteur privé, vous pensez que ce n'était pas donc des choses importantes, intéressantes? Ce n'est pas le débat avec vous. Tout à l'heure, on va arriver dessus où il y a des chiffres qui parlent en eux-mêmes. Donc, je pense que soyons intellectuellement honnêtes. Admettons que nous nous sommes endettés, et je dis encore que le taux d'endettement est très relatif par rapport, vous avez voulu comparer aux pays qui sont à côté. Est-ce que vous savez que le Togo doit être actuellement à quelque chose comme 76% d'endettement, alors que dans la zone UMOA, c'est 70%. Bon. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire, qui est à côté, est à quelque chose comme 51% de taux d'endettement? Donc, supérieur à nous. Ben, j'entends que dans ces pays, des choses intéressantes se font, hein? Mais je dis toujours à mes compatriotes africains, 1992, traité de Maastricht, ne pas dépasser 70% de taux d'endettement. Aucun pays européen n'a respecté cela. Aucun. Et aujourd'hui, ils sont tous à presque le double. Donc, ne nous lions pas les mains. Ce qui est important, que faisons-nous des prêts que nous, des emprunts? C'est ça qui est important. Et c'est ça qui a changé entre le gouvernement Yaïboni et le gouvernement Talon. Au moins, les populations aujourd'hui voient ce que leur pays, leur gouvernement fait avec l'endettement. Et nous sommes encore loin des 70%. Hein. Ça veut dire que si un autre gouvernement arrive demain, il a encore la possibilité d'endetter, de contracter des dettes. Il faut espérer que ça soit pour l'investissement politique. Monsieur Seko, donc je reviens toujours sur le volet social. Le gouvernement a promis créer environ 500 000 emplois sur les 5 ans. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, vu les chantiers ouverts, est-ce qu'on peut dire qu'on est en train d'atteindre ces objectifs selon votre point de vue et les informations que vous aurez recueillies? Donc, avant de vous répondre, j'aimerais apporter quelques précisions par rapport aux propos du professeur ici. Concernant, par exemple, le poids de l'éducation de la santé, quand je l'évoquais, oui, effectivement, un pourcentage, un numérateur, un dénominateur. Mais en mentionnant le pourcentage, c'est pour voir la dynamique et l'évolution du poids, de la priorité qu'on accorde au sujet. Effectivement, si le dénominateur a cru, il faut peut-être voir si le numérateur, vous le savez mieux que moi. Donc ça, c'est apprécier la tendance sur l'année. Ce que j'ai constaté simplement que nous avons reculé par rapport à la priorité que nous avons accordée à ces deux secteurs, hein, par rapport à nos dépenses dans l'ensemble. Sur le deuxième point, j'aimerais bien, je ne suis pas rentré dans les détails techniques pour expliquer ce que c'est que le rebasage ou le rebasement. Ce n'est pas le plus important. Mais pour illustrer mes propos, on nous dit aujourd'hui au Bénin, nous avons 43%, le Togo aurait 76% et la Côte d'Ivoire 51%. Eux, ils n'ont pas
eu à faire de rebasage. Si le Bénin était resté avec la base de départ, nous ne serions pas à 43, nous serions proches des 70. Je n'ai pas fait les calculs pour apprécier à quel niveau on serait. Mais c'est pas, rentrons pas dans ces détails, puisque mon objectif, c'est qu'on ait un débat constructif, parce que je peux vous le dire, je ne suis pas là pour défendre une chapelle. J'ai été aussi critique à l'égard du régime précédent quand j'estimais qu'il était dans l'erreur. Et donc, je le suis autant avec celui-ci, parce que ce qui me préoccupe, c'est que le Bénin réussisse. Et si le président Talon réussit, c'est pour le bien de nos compatriotes. Donc, soyez assurés, je ne ferai pas de l'opposition stérile pour pouvoir contredire pour contredire. J'essaye de vous donner les éléments d'appréciation qui, pour moi, me laissent à penser que nous n'avons pas évolué. Donc, ne comparons pas le Togo et la Côte d'Ivoire si on ne retraite pas leurs chiffres avec les nôtres. Hein. Donc, ça, sais, deux précisions me paraissaient importantes pour clarifier les choses. Effectivement, on peut me dire que dans les critères de convergence de la zone, on est encore loin des 70%, mais allons-y gaiement. N'oubliez pas l'exemple que je vous ai donné sur le ménage. À un moment donné, il va se heurter au mur et il va se retrouver dans l'incapacité de payer. Ce que j'observe, vous avez demandé votre question précise, c'est est-ce qu'on va arriver sur les 500 000 emplois? Je pense que tout le monde est au courant qu'au Bénin, sur les 4 dernières années, il y a eu beaucoup d'entreprises privées qui ont dû fermer ou qui ont dû licencier des salariés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de laisser ces entreprises prospérer, on a tout fait, et parfois même avec une forte pression fiscale ou des redressements, fait fermer certaines de ces entreprises. Je ne sais pas si le secteur privé a contribué en net à une création d'emplois supplémentaires, je ne le crois pas. Hein. Si on prend les éléments, les différents licenciements qui sont intervenus aussi bien au niveau des entreprises, des banques qui ont fermé des guichets, et vous le savez mieux que moi. Donc, dans le secteur public, je me suis amusé à aller regarder les chiffres, l'évolution de la masse salariale des salaires et traitements sur les dernières années. Qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que les salaires ont progressé de 50 milliards par rapport au début de la mandature de la mandature du président Talon. 50 milliards, c'est à peu près sur 400 milliards, ça fait de l'ordre de 12% à peu près, 12-13%. Je ne sais pas si les effectifs dans la fonction publique ont cru à due concurrence de 13%. Je n'ai pas les chiffres. Vous savez que malheureusement aussi, l'un des reproches qu'on fait à ce gouvernement ou à ce gouvernement en général, au gouvernement successif depuis 4 ans, c'est l'opacité au niveau des chiffres. Moi, j'aurais bien aimé que les 50 milliards additionnels de salaires et traitements, qu'on nous explique si c'est des fonctionnaires qui ont été recrutés peut-être à hauteur de 13%, ou si c'est la masse salariale sur une certaine tranche de fonctionnaires qui a fortement augmenté. Donc ça, je ne peux pas vous répondre. Je pense qu'ils sont mieux placés que nous pour nous donner les meilleurs éléments, les bons chiffres en matière d'évolution d'emplois créés dans le secteur public. S'agissant du privé, il me semble, pour répondre un peu pour terminer, que nous avons plutôt constaté des pertes nettes en matière d'emploi. Merci, monsieur Seko. Alors, je peux rebondir peut-être là-dessus. Hein. Rapidement, parce que le temps passe vraiment vite. Nous disposons de 1h15 et on a dit le PAG. Oui. Or, nous ne sommes pas encore vraiment dans le cœur du PAG. Hein. Oui, c'est justement pour ça que je dis on va avancer rapidement pour parler des grands projets. Je vais lui répondre rapidement par rapport à ceci. OK, allez-y, oui. Si on prend le cas du secteur public, prenons un cas qui est d'actualité, qui est l'éducation. Vous savez très bien que sous le gouvernement précédent, en tout cas, les chiffres de l'éducation des maîtres, des enseignants, tournaient autour de 15 000. Je dis bien 15 000. Attention, agents titulaires. Le gouvernement vient de faire un effort sans précédent depuis l'année dernière en prenant autant d'aspirants. Alors que déjà l'année dernière,
il en avait déjà, il y a 2 ans, il en avait déjà 1 6 000. Ce qui fait que nous passons en gros de 15 000 aujourd'hui à plus de 30 000 au niveau rien que de l'éducation nationale. La fonction publique n'est pas que l'éducation nationale. Il y a aussi la santé, la fonction publique territoriale et la santé. Là aussi, les effectifs ont accru. Alors, évidemment, vous qui êtes sensible au privé, vous devez pouvoir apporter les éléments du privé. Parce que quand un gouvernement met des atouts de développement, il est bien évident que ce sont les compatriotes, c'est le secteur privé qui devrait aussi prendre de grandes initiatives pour accompagner cela. Je suis convaincu que certains le font. Mais pour ce qui concerne l'État, nous savons que le gouvernement qui est là présent, en 4 ans, a quasiment doublé, je dis bien doublé, le nombre de fonctionnaires au niveau de l'éducation nationale, ce qui n'est pas rien. Et ça explique une partie, de toute façon, pour l'accroissement de la masse salariale dont vous parlez. Donc, moi, ça, je peux donc répondre par rapport donc, à cet aspect des choses. Merci, professeur Ici. Je vais rester avec vous pour aborder un autre volet. L'une des actions prévues au PAG, c'est accélérer l'intégration sous-régionale. Mais on a constaté que ça fait quand même un peu plus d'1 an que la frontière entre le Bénin et le Nigeria est fermée. Est-ce que cette fermeture aurait eu des effets négatifs sur la mise en œuvre du PAG, selon vos professeurs ici? Malheureusement, il y a eu un télescopage entre, au moins pour la moitié du temps, la période de la fermeture et la période de Covid. Bon, donc, je pense que c'est dans 6 mois que nous pourrons tirer ces conclusions-là. Mais ce que je peux dire, si dans un premier temps, la fermeture de la frontière du Nigeria, pas seulement avec le Bénin, mais aussi avec le Niger, aussi avec le Cameroun, a pu générer quelques difficultés, je dirais même beaucoup de difficultés par rapport au commerce transfrontalier, c'est que assez rapidement, nos compatriotes ont développé des esprits d'initiative importantes qui ont fait que nous sommes engagés dans la transformation ou en tout cas la mise en place de, pas encore d'industrie, hein, je dirais d'entreprises de transformation d'un certain nombre de nos produits que nous n'avons pas spontanément l'habitude de faire avant. Et au moment où nous parlons, il y a seulement quelques semaines, le Nigeria lui-même a été, selon les gens qui sont dans l'économie, le Nigeria aurait été beaucoup plus embêté que nous, à tel insigne que l'un de ces hommes d'affaires les plus importants a dû se rapprocher du gouvernement béninois pour lui demander donc de faire certains gestes, ce qui d'ailleurs a conduit quelques semaines plus tard au lever, à la levée donc de certaines choses donc, de cette fermeture-là. Donc, bien évidemment, fermer une frontière, ça ne va pas dans le sens de l'intégration régionale, mais ce n'est pas la faute au Bénin, c'est la faute, enfin, en guillemets, sans doute que le Nigeria ne voit que ses intérêts par rapport à ceux qui l'entourent. Et nous avons été tous un peu donc dans la peine. Aujourd'hui, je pense que ceci est derrière nous. Merci pour ça. Ici, je pose la même question à M. Seko. Est-ce que cette fermeture des frontières aurait mis à mal les objectifs du PAG, selon vous? Alors peut-être, permettez-moi de revenir sur un propos du professeur ici sur le secteur privé. Hein. Ça va être rapide. Oui, je pense que dans l'environnement... C'est bon? Oui, allez-y rapidement. Oui. Dans l'environnement que nous avons connu au cours des 4 dernières années, nul n'ignore que le gouvernement a eu recours de manière systématique à des contrats de gré à gré
pour pouvoir octroyer de grands marchés. Pourquoi j'en parle? C'est que le secteur privé, tout le monde le sait, ne peut se développer que dans un cadre de concurrence où les règles sont appliquées, où les règles du Code de passation des marchés sont appliquées. Et effectivement, je ne suis pas vraiment convaincu que tout ce qui a été mis en place en matière de contrats de gré à gré ait pu permettre au secteur privé d'être rasséréné par rapport à l'investissement qu'il pouvait faire raisonnablement. J'en ai dénombré plus d'une vingtaine de grands contrats à coût de dizaines de milliards chacun qui ont été octroyés en Conseil des ministres à des entreprises que beaucoup de gens sur la place connaissent. Mais je ne vais pas rentrer dans un détail, mais simplement pour dire que le secteur privé ne travaille que dans un environnement serein, sûr et prévisible. Maintenant, pour la question que vous posez sur l'intégration régionale, oui, c'est très malheureux, je le dis toujours, je ne vois pas comment nos pays individuellement, tels qu'ils sont balkanisés, peuvent s'en sortir. Mais bon, c'est ainsi et malheureusement, nous n'avons pas fait l'effort nécessaire d'encourager cette intégration régionale par des faits. On voit beaucoup de sommets de CEDEAO qui prennent des mesures, des sanctions contre des gens, mais pour la progression de l'intégration régionale, ils ne sont pas les premiers artisans. C'est un regret. Maintenant, s'agissant de notre cas particulier, le Bénin, la fermeture des frontières, quand elle a eu lieu, le Nigeria a imposé des conditions et a demandé aux pays concernés, on n'était pas les seuls, n'oubliez pas, il y avait le Cameroun, il y avait le Niger, il y avait d'autres pays comme nous qui étaient concernés. Tous les autres pays ont pu répondre, ont pu satisfaire aux demandes du Nigeria, qui étaient des demandes légitimes de ce pays, mais qui pour nous étaient un gros frein au développement de l'activité économique des millions de commerçants qui traversaient la frontière. Outre les plus aisés et la vendeuse de tomates qui envoyait ses tomates au Nigeria, il y avait quand même du monde et il y avait beaucoup de familles derrière. Je suis surpris que notre diplomatie et nos autorités n'aient pas pu mettre en œuvre tout ce qu'il fallait pour que le Nigeria réouvre ses frontières comme il a fait pour le Niger ou pour le Cameroun. Soit les demandes il n'était pas possible de les satisfaire, et dans ce cas, ce serait intéressant de savoir pourquoi. Mais est-ce que c'est un frein au PAG? Je ne sais pas si c'est un frein. C'est un frein pour nos commerçants, je dirais, parce que le PAG se nourrissait certainement de recettes fiscales assez sûrement pour financer certaines infrastructures. On peut peut-être considérer, mais j'ai l'impression que le PAG s'est beaucoup nourri de dettes pour financer les infrastructures que de recettes fiscales. Oui, c'est un frein, de toute manière, des ressources qui ne rentrent pas, parce que les ressources fiscales devraient rentrer. Une fois qu'elles ne rentrent pas, c'est un frein, mais c'est un frein qui, pour moi, est limité parce qu'il y avait une source d'approvisionnement qui était la dette, qui prévalait avant les recettes fiscales. Je suis triste, comme beaucoup de Béninois, de voir que nous n'avançons pas sur ce sujet. Et j'ai plus de la peine pour la bonne femme, le producteur de tomates de Kouamassé, qui malheureusement s'est vu dans un premier temps avec ses tomates sous le bras et qui ne pouvait pas les envoyer au Nigeria. Merci, monsieur Sekou. Soyez un peu patriote quand même, hein, parce que le Nigeria ferme les frontières et c'est le Bénin qui en est responsable. Et vous dédommagez assez facilement le Niger et d'autres, alors que de toutes les façons, tous ces pays sont restés au moins aussi longtemps les frontières fermées. En même temps, le Nigeria n'a pas ouvert ses frontières aussi rapidement avec le Niger, pas plus qu'avec le Cameroun, il faut le savoir. Donc, il ne faut pas dire que c'est seulement vis-à-vis du Bénin que cela s'est passé. Non. Mais par contre, il est évident que ce n'est pas bon pour l'intégration régionale qu'un pays se lève et ferme ses frontières. Et en cela, je ne peux pas mettre ça sur le compte de mon pays, puisque ce n'est pas mon pays qui en a pris la décision. Non, soyons quand même de temps en temps donc, un peu patriotes quand même. Merci, professeur Haïssi. Donc, il nous reste environ sur ce panel une quinzaine de minutes. On a commencé par aborder un certain nombre de grands projets. Par exemple, le professeur Haïssi a parlé tantôt déjà du secteur énergétique.
Monsieur Josué, est-ce que vous permettez peut-être que je réponde rapidement avant que vous abordiez un autre sujet par rapport à ça? Oui, en 15 secondes, allez-y. En 15 secondes. Le patriotisme, je l'ai dans mes veines et depuis des années. Donc, monsieur le professeur ici, rassurez-vous, je suis un grand patriote. Hein, je suis un très grand patriote. Moment-là, mais je n'excuserai pas mon gouvernement. Mais je n'excuserai pas mon gouvernement s'il ne fait pas le nécessaire. J'observe que le Niger a répondu aux doléances. J'observe que le Cameroun a répondu aux doléances. Et le mien met beaucoup de temps pour pouvoir. Dans ce cas, qu'ils nous disent pourquoi ça bloque. L'opacité vient du gouvernement. Il n'arrive pas. Moi, je serai président de la République. J'expliquerai. Quelles sont les doléances auxquelles ils ont répondu? Monsieur Haïssi, permettez-moi, moi, je serai président de la République ou le porte-parole du gouvernement. Je prendrai à témoin les Béninois en disant nous avons satisfait et voilà les points d'achoppement. Est-ce qu'on a des informations précises? C'est l'information que vous faites. Je dis quelles sont les doléances. On va évoluer, s'il vous plaît. Et le Cameroun ont répondu. Monsieur Seko, professeur ici, on va évoluer rapidement. Le temps de dire à les autres invités sur le second panel qui sont en attente, et puis je vais les prendre jusqu'à on aurait terminé avec le volet économique. Donc, je parlais des grands projets. Parmi les grands projets, il y a 45 grands projets qui ont été cités dans le PAG. Et ces grands projets sont dans plusieurs domaines, que ce soit le tourisme, l'agriculture, les infrastructures, le numérique. On va prendre puisqu'il nous reste 15 minutes environ. Prenons le domaine de l'agriculture. Pour ça, ici, qu'est-ce qu'on peut retenir en gros dans le domaine de l'agriculture, ce qui a été fait au cours des 4 dernières années? Les chiffres sont épatants. Bien sûr, il y a l'éternel coton. Nous sommes quand même passés de, en gros, 300 000 tonnes à aujourd'hui 700 000 tonnes. Il y a l'anacarde, il y a le riz. Ce sont donc des denrées quand même donc, qui sont intéressantes. Il y a les fruits divers et variés, en l'occurrence l'ananas. Tous ces tonnages ont augmenté et participent et contribuent donc de toute façon à l'apport de devises, puisque beaucoup sont exportés. Mieux, aujourd'hui, du fait de ces tonnages qui explosent, nous tendons vers quelques entreprises de transformation de ces matières premières sur place. Et c'est ça qui est important, en tout cas pour nos pays en développement. Merci, professeur. Monsieur Seko, est-ce qu'on peut dire que peut-être l'un des domaines dans lesquels le gouvernement aurait fait de grands bonds au cours des 4 dernières années est le domaine agricole? Alors, sur le coton, vous avez évoqué le cas du coton, monsieur Haïssi, et on va le prendre. Non, mais je pense que c'est le principal, il est emblématique de ce qui s'est fait. Le tonnage du riz a doublé. Le tonnage d'anacarde a doublé. Non, mais permettez-moi je ne vais pas nier les chiffres, vous savez. Je vais pas nier les chiffres. Vous savez, je ne peux pas les nier, les chiffres, s'ils sont bons, on va pas les nier. Hein. Mais s'agissant du coton, on va prendre 800 000 tonnes que vous indiquez, on est précisément à 775 000. On va arrondir à 800 000. Hein. On était à 400 000 de mémoire en 2015. En 2015. 2014-2015, on était autour de 400 000, 393 000. Admettons que les 775 000 soient vérifiés. Moi, je compare toujours, je me pose sur la question de l'efficacité de ce qui a été fait. Au temps du président Yahi, qu'est-ce que nous avions? Nous avions les intrants qui étaient subventionnés. On nous annonçait 400 000 tonnes. Non, soyons clairs. Le but, c'est d'informer nos auditeurs, les internautes, sur l'évolution. On avait 400 000 à l'époque, avec des intrants qui étaient subventionnés par l'État et donc qui finalement maîtrisaient précisément la charge au niveau du budget de l'État, puisque les subventions étaient budgétées. Peut-être que l'État, à l'époque, avait comme plafond de production 500 000 et se disait, sur ces 500 000,
j'ai un montant à accorder en termes de subvention que je ne dois pas dépasser. Et donc, le plafond était peut-être un plafond volontaire. J'en sais rien. Je n'ai jamais participé à la politique qui était celle du Bénin à cette époque. Aujourd'hui, au niveau de cet input, l'intrant qui rentre en jeu dans la production du coton, on nous annonce 800 000. Par contre, ce n'est plus une subvention qui est faite de manière directe, c'est plutôt une exonération de droits de douane. Je me mets à la place. Donc, l'État n'a plus tellement la maîtrise en matière de dépenses, en termes de subventions qu'elle accorde, puisque sa exonération ne passe pas forcément dans le budget de l'État directement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je suis un importateur d'intrants pour la production du coton, que j'aille à 800 000, et c'est d'abord moi qui suis le premier bénéficiaire en matière d'importation d'intrants pour la production de ce coton. Et secondo, cette importation va se traduire par une production du coton. Donc, on ne peut être que content pour les paysans si réellement la progression du coton a permis aux paysans de Bani-Kwara, par exemple, de pouvoir vivre de cette production additionnelle. Mais moi, j'en suis pas convaincu. Pourquoi je vous le dis? Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma logique. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Attendez, je vous donne la parole. Je vais jusqu'au bout de ma logique. Pour ça, ici, je vais vous donner la parole. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. On va laisser aller sur un terrain qui n'est pas exact. Non, je vais aller jusqu'au bout pour qu'on soit clair. Donc, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Que en 2016, le gouvernement Yahya Boni devait 40 milliards aux cotonculteurs. 40 milliards que le gouvernement de Talon a dû payer. Et c'est effectivement... Monsieur ici, moi je ne vous ai pas coupé, laissez-moi terminer. Je ne vous ai pas coupé, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Allez-y. Moi je ne vous ai pas coupé, donc je ne vous ai pas coupé. Ce que j'observe, simplement, s'il y a eu 800 000 tonnes de coton produits au Bénin, et nous en sommes les premiers heureux, et nous serons les premiers heureux si les paysans, les cotonculteurs en tirent un bénéfice. Mais ce que moi j'observe, c'est que finalement, le premier bénéficiaire a été celui qui a importé les intrants à hauteur de 800 000 tonnes d'intrants pour produire 800 000 tonnes, mais néanmoins, il était le premier bénéficiaire. Est-ce qu'aujourd'hui, le cotonculteur s'en sort bien? Si c'est le cas, je m'en réjouis et vous pourrez nous le dire. Si ce n'est pas le cas, j'estime que simplement pour le budget du Bénin, l'ancienne formule me convenait parce que si on produit 800 000 tonnes et on enrichit une caste et le cotonculteur de base ne s'en sort pas, vous en conviendrez comme moi que c'est quelque chose qui est regrettable. Donc, c'est un peu tout ça ce qu'on dit. La production pour la production, ce n'est pas là le sujet, c'est l'efficacité de ce qu'on fait. Et ce gouvernement, en matière d'efficacité, je m'interroge précisément sur est-ce que quelqu'un a pu faire l'analyse en disant est-ce que l'État béninois n'avait pas plus intérêt à faire produire 600 000 tonnes de coton, développer en parallèle le riz, le maïs, etc. Parce que dans l'ancienne formule en matière de subvention, on maîtrise ce qu'on engage, alors qu'aujourd'hui, on peut consacrer toutes les exonérations fiscales à faire du coton, et on sait qu'écologiquement, ce n'est pas terrible. On sait aussi que les premiers bénéficiaires ne sont pas les cotonculteurs. Mais je ne vais pas, comme je vous ai toujours dit, je me mets dans une posture où je ne veux pas dénigrer pour dénigrer. Si c'est bien, je le reconnais, je vous dis, les chiffres officiels, 775 000, c'est l'équivalent de ce que le Mali fait depuis une dizaine d'années. Donc, le Mali a été toujours entre 700 et 800 000. Donc, on ne fait rien, ce n'est pas extraordinaire non plus. Nos voisins le faisaient et on remercie ceux qui ont contribué, les cotonculteurs, à produire autant. Mais je m'interroge aussi sur les finances de mon pays en disant est-ce que c'est la meilleure solution? J'en ai terminé. Bien, alors, monsieur, si vous permettez, M. Diossou, c'est un domaine que je ne peux pas laisser comme ça. Parce que justement, aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'État ne donne plus rien aux cotonculteurs. Et c'est ça qui est important. L'État ne peut pas continuer de subventionner
des secteurs à ne plus en finir. L'État ne donne plus rien. Ce sont les cotoculteurs eux-mêmes qui travaillent et qui dégagent les 800 000 tonnes dont ils parlent. Ce qui est certain, c'est qu'en 2014-2015, le Bénin n'était pas à 800 000. Et le Bénin, comme vous l'admettez, était à 400 000. Aujourd'hui, on est à 800 000. Et l'État n'intervient plus. Vous êtes des libéraux. Monsieur ici, reconnaissez que l'État ne donne plus rien aux cotoculteurs, mais il donne des exonérations fiscales aux importateurs d'intrants. Vous êtes d'accord avec moi que ceux qui doivent être les premiers bénéficiaires? Ok, on va passer à un autre volet. On est presque à la fin de l'émission. Le problème sur d'autres aspects. On parle donc du coton. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il lui fallut que le riz, etc. Or, dans le même temps aussi, le riz, la production du riz a doublé. La production de l'anacarde a doublé. La production de l'ananas a doublé. Donc, vous voyez, le secteur de l'agriculture, c'est un secteur qui est pluriel et c'est ça qui développe les pays africains. Et aujourd'hui, ce sont ces secteurs qui doivent s'auto-financer en se développant. Et parce que l'État ne peut pas aller dans tous les secteurs. Donc, nous disons non à ce que l'État intervienne. Alors, sur le riz, monsieur Haïssi, permettez-moi, puisque je me suis amusé à regarder les chiffres avant l'avènement du président Talon et après, il n'y a pas eu d'évolution. La meilleure année que nous avons connue au Bénin pour le riz, c'était l'année de Yahi Boni, quand il avait commencé la riziculture en 2013. Mais je vous assure, les chiffres sont restés, sont restés étals. C'est pas moi, je n'invente pas les chiffres. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis, j'aurais souhaité pour mon pays que nous diversifions nos cultures au lieu de rester sur le monopole du coton. Et ça, dans l'ancien système, c'était peut-être mieux quand on... Le mil a augmenté, le sorgho a augmenté. Nous allons parler des infrastructures rapidement avant de terminer cette émission. Dans le domaine des infrastructures, le gouvernement avait prévu quand même un certain nombre de grands projets. Par exemple, je cite toujours dans le PAG, le nouvel aéroport de Godigbe, la modernisation et l'extension du port, la construction de l'AS, Erevan, ancien pont, le contournement nord de Cotonou, la route des pêches, l'autoroute Semekodi-Porte-Nouveau, la route Djougou, Péonko, Kérou, et enfin la construction ou la réhabilitation du réseau routier de 1362 km. Ça, c'est dans le domaine des infrastructures. Pour ça, ici, dans ce domaine-là, qu'est-ce qui a été fait au cours des dernières années? Mais figurez-vous que dans ce domaine, tout a démarré. Et celui qui va à Cotonou, j'en viens, hein. Je viens de Cotonou il y a à peine 8 jours. Ça fait 8 jours aujourd'hui que je viens de Cotonou. Tout a démarré. Quand on sort du port de Cotonou, nous avons maintenant 6 voies jusqu'à Erevan et après ça continue jusqu'à Adunkor. La deuxième phase commence pour aller à Ouida. Ils ont commencé déjà au niveau du secteur Est pour pouvoir rejoindre demain la future autoroute, effectivement, de Semepodi à Karavikota. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement est d'abord parti de ce qu'on appelle les voies urbaines et interurbaines. Vous savez qu'une dizaine de villes ont été identifiées, Abomey, une quarantaine de kilomètres, Agome-Kanavi, 70 kilomètres, Boyekon, 35 kilomètres, Cotonou, c'est le plus gros, hein, à peu près 300 km, Nati-Tengu, 40 km, Semepodi, 40, etc. Parakou, 70 km. Et dans toutes ces villes aujourd'hui, on voit émerger de grands axes qui sont de plus éclairés, donc de façon autonome par rapport donc à la SDE. Maintenant, il n'y a pas que les voies interurbaines, il y a toutes les voies à la fois longitudinales. Donc, quand on est au niveau de la frontière du Nigeria, entre Porte-Novo jusqu'à après Kobe-Sakete, mais également des voies entre le Bénin
et les premières villes du Nigeria et la frontière. Je n'ai pas le temps de tous les citer, mais ce sont aujourd'hui des réalités pour chez nous. De la même façon, nous avions un seul axe, Cotonou, Boycon, Dassa, Parakou, Malanville. Aujourd'hui, quand on arrive à Dassa, on peut bifurquer sur la gauche et ensuite on va jusqu'à Djougou et on va donc à Nati-Dengou sans difficulté, sans problème. Quand on est à Ouida, on peut ne plus revenir sur l'axe donc Cotonou-Abomey, mais on peut passer par comment ça s'appelle, Lalo et tout ça, Lokossa, Lalo, pour aller à Abomey. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un maillage du territoire par rapport à des axes longitudinaux et des axes transversaux, surtout dans le nord. Quand on quitte là où on mettait les prisonniers avant, là, donc du côté du Nigeria, on peut passer par Kandi et aller donc jusqu'au niveau donc, de l'ouest, donc à Nati-Dengou. Donc, vous voyez, ça, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Nous avons, au moment où je vous parle, nous avons en gros 1500 à 1700 kilomètres de voies à la fois urbaines et des voies interurbaines, donc dans notre pays, qui sont asphaltées, soit pavées, soit goudronnées. Voilà, donc la réalité. Oui, merci pour ça, ici. Monsieur Seko, par rapport au grand projet que je viens de citer, quelle est votre appréciation globale sur leur état de démarrage ou d'avancement? Alors, par rapport au grand projet, M. Aïssi vient de présenter ce qui a été fait. Je dis toujours, on ne peut que féliciter un gouvernement ou lui dire qu'il a fait son job quand il construit des routes. Hein. Bien avant le gouvernement de Talon, il y a eu d'autres qui ont construit des routes. Il ne faut pas sous-estimer ce qui a été fait, il ne faut pas non plus le surestimer. Moi, je ne veux pas me positionner sur ces réalisations parce que ces réalisations sont, je dirais, normales pour un pays qui... pour un gouvernement, il faut qu'il travaille. Hein? Quand j'ai normal, au sens où un gouvernement ils sont payés pour travailler. Hein? Donc, on ne va pas les remercier ou les féliciter pour avoir travaillé. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement ça, les réalisations, parce qu'elles sont importantes en elles-mêmes, qu'elles soient réalité, qu'elles se fassent. Mais ce qui m'intéresse, c'est les conditions dans lesquelles elles se font. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas dans une critique stérile. Si c'est fait, et tant mieux. Si c'est fait, dans quelles conditions elles ont été faites. Prenons les routes dont vous parlez. J'ai de manière rapide évoqué les contrats de gré à gré qui ont été mis en place récemment. Pourquoi autant d'opacité sur ces infrastructures? Mais pourquoi, bon Dieu de bon sang, pourquoi ils ne sont pas en mesure de faire des appels d'offres en bonne et due forme, retenir des sociétés en bonne et due forme, que de faire des contrats de gré à gré pour donner des centaines de milliards à des entreprises pour construire des routes? Donc ça, je me pose des questions. Secondo, si ces routes, on les fait, est-ce qu'aujourd'hui, on s'endette, on ne va pas revenir sur l'histoire de la dette, sur des horizons de l'ordre de 7 ans à 10 ans? Quand on construit des routes, on est sur un horizon beaucoup plus loin. Pourquoi on ne recourt pas à des emprunts concessionnels, à des prêts concessionnels qui sont moins chers sur des durées plus longues pour des infrastructures de ce type? Pourquoi on fuit ces prêts concessionnels? On va recourir aux eurobonds, au marché régional avec des niveaux de taux relativement longs. Donc, toutes ces questions, on peut se les poser et se dire, mais qu'est-ce qui fait que ce régime, ce pouvoir, ce gouvernement a le culte de l'opacité? Donc, que ça soit fait, oui, on ne peut pas le nier. S'il y a des routes, ça, on ne va pas aller catcher avec du sable les routes qui ont été faites, mais simplement dire, ils ont fait leur job, ben, tant mieux s'ils ont fait leur job, mais qu'ils nous donnent plus d'éléments sur les modalités de réalisation de ces routes et surtout, comme je le disais, qu'on recourt de moins en moins à ces contrats de gré à gré qui sont suspicieux, qui sont relativement suspicieux et qui n'encouragent pas l'investissement. Pour ça, si ça va être votre mot de fin sur ce panel, en 2 minutes environ, s'il y a des éléments dont vous voulez parler, puis on n'a pas eu le temps d'aborder jusqu'à ce moment, vous pouvez en parler rapidement en 2 minutes pour votre mot de fin. Vous voyez, des contrats de gré à gré, tous les gouvernements l'ont fait.
Le gouvernement Yahya Boni en a fait beaucoup plus que le gouvernement Talon aujourd'hui. Les taux concessionnels, mais le gouvernement Talon en fait. Ce qu'il y a, c'est l'ampleur des réalisations. Et tout le monde conçoit aujourd'hui qu'aucun gouvernement, depuis les indépendances, n'a engagé autant de bouleversements au niveau donc, de notre pays que le gouvernement Talon. Et donc, il faut mixer l'ensemble de ces prêts-là. Il y a, par exemple, des entreprises de pays étrangers donc, qui sont chez nous. Il y a des taux aussi donc, de concessionnaires qui sont faits avec certaines banques de ces pays-là. Je ne veux pas me mettre donc, à les citer tous. Non, je pense que quand il y a une réalité, une visibilité telle que nous les voyons aujourd'hui, il faut admettre tout simplement que ce gouvernement qui est là travaille. Il y a 2 ans encore, vous dites qu'on ne voyait rien. Aujourd'hui, vous voyez tellement de choses qu'il y a un secteur qu'on n'a pas abordé, qui est quand même un secteur qui est très important, surtout pour l'emploi chez nous. C'est le secteur de la culture, de la mémoire et du tourisme. Vous savez bien que de Porte-Novo, en passant par le lac Nokoué, Ganvier, la route des pêches, Ouida, Alada, jusque dans le nord, à Gani, il y a un ensemble de secteurs d'économie qui sont en train d'être développés. La création donc, des musées à Porte-Novo, à Ouida, à Alada, jusqu'à Gani, donc là-bas donc, dans le nord, tout un maillage touristique qui permettrait demain à ce que sur l'ensemble de la chaîne, nos compatriotes puissent vraiment donc participer là où ils sont au développement de leur pays, y compris par ces manières-là. Vous savez également que c'est le premier gouvernement qui met des terrains de football partout sur le territoire, partout. 22, ils ont prévu. Donc, dans un certain nombre de villes. Donc, vous voyez, des marchés, 70 marchés sur l'ensemble du territoire prévus pour nos femmes qui sont tout le temps dans les marchés. Ce sont autant d'éléments. Donc, en 4 ans, ce gouvernement a mis devant la visibilité donc, de nos concitoyens. Et ça, aucune théorie ne peut enlever cela de la tête de nos concitoyens, comme quoi ces réalités-là sont visibles aujourd'hui. Merci pour ça. Je suis obligé d'arrêter parce qu'il y a des invités qui attendent. C'est pour ça que je suis un peu plus exigeant sur le temps aujourd'hui. Vous avez raison. C'est votre rôle. Hein? C'est votre rôle. Exactement. Donc, monsieur Seko, en 2 minutes pour votre mot de fin par rapport à tout ce qui a été fait et vos souhaits pour le Bénin. Alors, en deux minutes, je ferai peut-être un peu moins de 2 minutes pour vous dire que j'ai essayé, j'espère, de ne pas faire de l'opposition brutale, inutile, non constructive. Et je vous dirais aujourd'hui que nous avons malheureusement pas, en 4 ans, contribué à utiliser de manière optimale les ressources additionnelles que nous avons obtenues, soit sur les marchés, ou bien à travers la pression fiscale qui a été exercée sur nos compatriotes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, malheureusement, n'avons pas préparé l'avenir de nos enfants. Parce que le secteur éducatif, comme je vous ai dit, et ça va être l'objet de votre prochain débat, n'a pas été une priorité numéro 1. Le secteur de la santé, un autre élément du capital humain, n'a pas été une priorité pour ce gouvernement. L'amélioration du cadre de vie a été plus leur préoccupation. Et je voudrais que vous vous souveniez de cette analogie que j'ai faite pour le ménage qui s'endette pour acheter de belles voitures ou de belles maisons ou embellir sa maison et qui se retrouve face au mur. Donc, globalement, c'était pour moi 4 années où finalement, c'était le culte de l'opacité à travers les contrats de gré à gré. Il y a eu des réalisations, on ne peut pas le nier.
comme la mobilisation fiscale, qui est un élément, et la modernisation du secteur fiscal, qui est un élément intéressant, il ne faut pas le nier. Il y a eu des routes qui ont été citées, mais comme je dis toujours, quelle était l'efficacité de la politique qui a été menée? Quand moi je compare par rapport au coût standard, que ce soit les infrastructures comme Maria Gleta, que ce soit les constructions de routes et autres, je me retrouve toujours à des niveaux 2 fois supérieurs au taux de marché. Et j'interpelle ce gouvernement. Malheureusement, le travail ne peut pas se faire dans un Parlement, puisque le Parlement est constitué de personnes qui ont été nommées, donc aux ordres. Donc, on a eu finalement une croissance exclusive dans ce pays au cours des 4 dernières années, comme les législatives et les municipales ont été exclusives. Tout est la croissance, les taux de croissance dont on nous a parlé de 8% n'ont pas été inclusifs, mais ont profité simplement à une caste d'individus. C'est le débat que nous avons eu sur le coton, où on se rend compte que le coton culteur n'est plus celui qui a été subventionné, donc soutenu, mais c'est plutôt la société importatrice d'intrants. Je pense que les populations s'en rendent compte et j'invite ce gouvernement, il ne reste que 8 mois, à se poser des questions sur l'efficacité de ce qu'ils ont entrepris au cours des 4 dernières années.